on termine par cette session et j'appelle professeur Kautal Saj qui va partager avec nous des cas cliniques particuliers sur l'ostéoporose. À toi la parole. Merci Madame Belkhou. Bonsoir chers amis, chers collègues. J'ai un immense plaisir de participer au premier printemps de rhumatologie de Marrakech. Je remercie notre ami Dr Manès et tout le comité d'organisation pour l'invitation. Et de ma part, je vais traiter. Donc, j'ai préparé 6 cas cliniques, mais je pense, en fonction du temps qui m'est imparti, je vais me limiter à 4 cas cliniques qui sont longs et qui sont pris en charge en hospitalier, en milieu hospitalier. Donc, le premier cas clinique, il s'agit de Madame Fatima, qui est âgée de 57 ans, qui est ménopausée à l'âge de 51 ans, qui est suivie pour 2 endocrinopathies. Donc j'ai vu le programme, j'ai essayé de traiter tout ce qui n'a pas été traité par mes chers maîtres. Donc elle est suivie pour diabète type 2 depuis 9 ans sous antidiabétique oraux et qui est aussi suivie pour hyperthyroïdie depuis 3 ans sous antithyroïdienne de synthèse, donc à raison de 10 mg par jour. Donc c'est une patiente qui nous a apporté un premier bilan où vous voyez donc une hyperthyroïdie. Et donc, elle rapporte la notion d'antécédent de fracture du col du fémur d'origine ostéoporotique chez la mère. Donc, c'est une patiente qui a été adressée gentiment par son endocrino pour un bilan osseux. Donc, l'examen clinique, en gros, était sans particularité, donc en dehors des rachialgies. Et c'est une patiente qui est suivie en hospitalier pour une arthrose lombarthrose. Alors, ces rachialgies ont été expliquées par un rachis qui est dégénératif. Donc, elle avait une hyperlordose lombaire. Donc, c'est une patiente qui était en bon état général. Donc, l'IMC à 24,5. Et le bilan biologique, pour le raccourcir, donc il était sans particularité. Donc, on a mis une hypovitaminose D à 21 nanogrammes par millilitre, hémoglobine glyquée légèrement élevée à 7,3 et TSH était normal. Donc, la première, on a complété quand même, donc on a fait une évaluation osseuse par DEXA qui retrouve une fragilité osseuse avec un T-score au rachis lombaire à moins 2,2, dérivation standard, au col fémoral moins 1,6 et au niveau de la hanche totale à moins 1,1. Donc, on complète, on couple la DEXA par la morphométrie vertébrale VFA qui ne montre pas de fracture, donc, parce qu'elle a des rachialgies. On voulait être sûr qu'il n'y a pas de fracture vertébrale, aussi bien la radiographie que par VFA. Donc, il n'y avait pas de fracture. Et donc, cette situation, comme ça a été signalé tout à l'heure, donc elle est évidente. Alors, c'est une patiente qui est ostéopénique. Et donc, on calcule quand même le FRAX pour être sûr, donc elle n'est pas en dessous du seuil d'intervention thérapeutique, puisqu'elle a plusieurs endocrinopathies, éventuellement le diabète et l'hyperthyroïdie, et donc elle rapporte que la mère est fracturée. Donc, le FRAX ne retrouve pas d'indication thérapeutique, donc elle était en dessous du seuil d'intervention thérapeutique, aussi bien pour la fracture ostéoporotique majeure et aussi bien pour la fracture de la hanche. Donc, la première question, la réponse est évidente, mais c'est une question qui se pose en pratique. Donc, la première des choses qu'on se pose, est-ce qu'il faut traiter cette patiente qui a une ostéopénie et qui cumule plusieurs facteurs de risque dans les endocrinopathies? Donc, est-ce qu'il faut un traitement spécifique de l'ostéoporose type éventuellement antirésorbeur compte tenu du nombre de facteurs de risque cliniques, en plus de la supplémentation en vitamine D? Est-ce dans ces situations se méfier, donc faire une évaluation de la microarchitecture osseuse, donc par ce qu'on se dispose en pratique, c'est le TBS pour pouvoir vérifier le risque. Est-ce qu'on mesure les marqueurs de remodelage osseux, donc histoire de s'orienter un petit peu, donc est-ce qu'il y a une augmentation des marqueurs de remodelage osseux, ou bien il faut attendre avant de débuter un traitement spécifique de l'ostéoporose avec un suivi régulier, bien sûr, clinique, biologique et ostéodensitométrique. Donc voilà, donc bien sûr la réponse elle est claire maintenant. Chez cette patiente, le FRAX était en dessous de seuil d'intervention thérapeutique compte tenu du relatif jeune âge de la patiente. Malheureusement, on n'a pas pu évaluer l'architecture osseuse par le TBS parce qu'il n'était pas disponible à l'époque. Et donc, la décision était une supplémentation en calcium, en vitamine D, un suivi régulier, suivi en endocrino particulièrement, et donc la prévention des facteurs de risque de chute et l'activité physique.
Alors ceci, mon premier objectif, c'est de revenir donc à de placer la patiente dans les différentes recommandations. Et je partage ce qui a été signalé tout à l'heure par Madame Hassani et professeur Al-Mghraoui. Donc il y a des recommandations africaines en attendant les recommandations de la SMR. Et ça a été signalé tout à l'heure par Madame Hassani et donc professeur Al-Mghraoui. Et dans ce papier auquel j'ai fait référence, c'est un papier qui est très intéressant et on voit la participation de notre maître professeur Al-Mghraoui. Alors donc j'ai mis deux parties. Donc la première partie c'est qui traiter. Ça a été déjà mentionné par professeur Ni'man et professeur Fardelon. Donc on traite les patients qui sont à haut risque de fracture en évaluant le risque par le FRAX quand il est au-dessus du seuil d'intervention thérapeutique, plus de 20% pour fracture majeure et plus de 3% pour fracture de la hanche. Quand il y a un risque très élevé de fracture, donc quand le seuil passe à plus de 30% et plus de 4,5%, on traite, comme ce qui a été indiqué, le T-score quand le T-score est inférieur à moins de 2,5. Et aussi, donc, quand il y a, comme a dit le professeur Nemen, un risque imminent de fracture, c'est-à-dire une patiente qui a déjà fait une fracture prévalente dans les 12 mois précédents. Et puis, on traite quand il y a des médicaments qui sont incriminés dans la perte osseuse, dans la corticothérapie au long cours. Et il y a une proposition de traitement quand le risque est modéré. Donc, notre patiente est située, comme vous avez répondu, elle est située. Alors, vous voyez dans ces recommandations, ils ont classé les patients en 4 catégories en fonction du niveau de risque de fracture. Donc, elle était à faible niveau de fracture, donc elle a été traitée uniquement par la surveillance et puis la supplémentation en vitamines calciques, tout en agissant sur les facteurs de risque de fracture. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Donc, la patiente était régulière dans son suivi endocrino. Elle avait une bonne hygiène de vie avec un bon apport alimentaire en calcium. Mais malheureusement, 4 ans plus tard, la patiente consulte pour des rachalgies dorso-lombaires intenses suite à une chute sur le dos. Donc, l'examen clinique après, malheureusement, une consultation chez le neurochirurgien, donc il a vu la patiente et puis il nous a adressé la patiente. Donc, elle avait une attitude antalgique, persifose dorsale, douleur à la pression rachidienne dorsale basse. Et puis, donc, le bilan était normal, vitamine D à 26,20, TSH normal mais fluctuante, et donc le calcium et la parathormone étaient sans particularité. Donc, la radiographie a été faite plus l'IRM plus le scanner par le neurochirurgien qui l'a traité en premier, puis il nous l'a adressé. Et comme vous le voyez, sur la radio, il y a une déminéralisation osseuse avec doute sur plusieurs fractures, donc éventuellement la fracture T12 qui a été confirmée à l'IRM. C'est une fracture T12 grade 3 et qui a l'allure d'être un peu ancienne. Et donc, ça a été aussi confirmé par le scanner. Donc, vous voyez, on voit bien la fracture vertébrale T12 qui est d'allure ostéoporotique. Donc, on refait une évaluation osseuse, une DMO. On compare la DMO de 2016 avec celle de 2020 et on retrouve toujours une patiente ostéopénique. Donc, au rachis lombaire de L1 à L4, on a un T-score à moins 2,3, le col fémoral à moins 1,6 et la hanche totale à moins 1,7. Donc, la masse osseuse était stationnaire, sauf une perte significative, surtout au niveau de la hanche totale. Donc, quand même ici, l'indication, comme ça a été bien sûr dit, l'indication du traitement est évidente, mais quand même, on a réévalué le score de risque par le FRAX qui retrouve le risque modéré de fracture, qui est de 12% par la fracture majeure et au niveau pour la hanche, presque 3%. Donc ici, je présente cette observation particulièrement pour mettre le point sur le TBS, la valeur surajoutée du TBS. Donc cette patiente, cette fois-ci, on a fait le TBS et qui a retrouvé une architecture osseuse trabéculaire vertébrale qui est très basse. Donc il y a 1,131. Et le FRAX ajusté par le TBS, vous voyez, il passe de 12% à 16% pour la fracture majeure et de 3% à 3,8% pour la fracture de la hanche. Donc, quel traitement choisir pour Madame Fatema dans ce cas-là ?
Donc exactement, ça a été bien sûr bien expliqué tout à l'heure. Donc c'est une patiente qui passe d'un risque donc faible initialement à un risque modéré de fracture et puis donc à un risque très élevé de fracture parce qu'elle a donc une fracture vertébrale. Et là donc donc vous voyez dans ces recommandations les décisions thérapeutiques, donc le choix du traitement. Donc on a la possibilité de choisir donc un biphosphonate par voie orale pendant 5 ans ou par voie intraveineuse pendant 3 ans. Donc, ou bien en deuxième lieu le denosumab, donc sinon donc autre anti-résorbeur, en plus de la supplémentation en calcium et vitamine D, et puis donc bien sûr l'exercice physique. Et vous voyez ici, comme donc ce qui a été donc aussi expliqué tout à l'heure, la cible thérapeutique ne prend pas en considération uniquement donc la densité minérale osseuse, mais aussi donc le risque de fracture. Et donc également, est-ce que la patiente a eu des fractures ou bien d'autres facteurs de risque pendant la durée du traitement? Et ici, on voit que le T-score, donc la cible thérapeutique, c'est le T-score doit être supérieur à moins 1,5 ou bien donc au moins 2. Aussi, donc le risque de fracture par le FRAX, il doit être inférieur à 10% pour la fracture majeure, il doit être inférieur à 3% pour la fracture de la hanche. Donc, pour les recommandations françaises, donc notre patiente était située dans ce bras. Donc, elle avait une ostéopénie, elle avait une fracture vertébrale majeure. Donc, l'indication du traitement donc, était évidente. Donc, l'objectif de cette première observation, c'était juste rappeler donc, le risque de fracture chez les patientes ostéopéniques. Et vous connaissez tous cette courbe qui montre alors que les patientes qui sont ostéopéniques ne sont pas épargnées de risque de fracture et que le risque, comme ça a été retrouvé dans plusieurs études, qu'il est de 21% chez les patientes ostéopéniques de plus de 60 ans qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose, donc c'était le cas de notre patiente, et il est de 20% donc chez les femmes ostéopéniques avec une fracture non vertébrale, ils font une fracture vertébrale. Pardon, pour la première donnée, donc 21% des patientes ostéopéniques de plus de 60 ans ayant des facteurs de risque d'ostéoporose ont des fractures vertébrales, et c'était le cas de notre malade, et 20% des femmes ostéopéniques ayant une fracture non vertébrale en plus d'une fracture vertébrale. Donc là, mon objectif, à travers cette observation, je voulais surtout mettre le point et l'importance sur, si on peut le faire, sur le trabecular bone score, particulièrement donc chez les femmes ou bien les patients qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose, dont donc les endocrinopathies comme le diabète de type 2 particulièrement, ou bien les patients qui sont sous corticothérapie ou long cours, parce que donc il y a une altération de la résistance osseuse, non seulement en termes de densité minérale, la quantité de l'os, mais également donc la qualité osseuse. Et vous voyez dans plusieurs études, le TBS a reclassifié 43% des patients fracturés dans la zone ostéopénique, comme vous le voyez dans donc ces résultats d'une grande étude menée donc à Manitoba. Donc vous voyez que l'évaluation de risque de fracture, elle serait beaucoup plus précise et beaucoup plus importante si on associe les facteurs de risque cliniques d'ostéoporose, la densité minérale osseuse et également donc, le trabecular bone score. Et vous voyez en gris foncé, alors que le risque est beaucoup plus évalué si on associe les différents paramètres d'évaluation de la fragilité osseuse que un des paramètres dont la densité minérale osseuse ou les facteurs de risque clinique seuls. Donc, chez notre patiente, elle a été donc, supplémentée en vitamine D, elle a été traitée par les anti-ostéoporotiques, donc elle a été mise sous acide alendronique avec la prise en charge des endocrinopathies, mais malheureusement, entre-temps, elle avait consulté donc un neurochirurgien qui a fait la cimentoplastie, à la fois pour augmenter la taille de la vertèbre, mais aussi pour son effet antidouleur. C'était donc la remarque de professeur Gaudin tout à l'heure. Donc voilà pour le premier cas clinique. Donc la deuxième patiente, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la première observation avant de passer. Oui, Madame Hégel. Oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci. Une observation peut-être sur le diabète. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Vous dites très bien que le FRAX a conclu à une ostéopénie. Or, le FRAX, le diabète n'est pas représenté dans le FRAX, on le remplace par la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des travaux qui sont en cours pour donner cette place au diabète parce qu'il y a l'effet de caramélisation du tissu collagène qui expose au risque de fracture. Et là, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Et si on avait pu avoir le FRAX, le TBS au début, mais vous avez bien dit qu'il était indisponible, ça aurait peut-être un appel plus particulier
aux ostéopénies, entre guillemets, au cours du diabète. Et là, franchement, il y aurait une très belle étude à faire chez nous parce qu'avec la fréquence du diabète, ce serait effectivement très important. Tout à fait, et dans ce cas-là, dans les recommandations africaines, est-ce qu'il ne faut pas faire une place particulière à la recherche de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose, l'ostéopénie plus particulièrement au cours du diabète? Tout à fait. Donc, et là, vous aviez une double endocrinopathie, le diabète et l'hyperthyroïdie, donc un facteur de risque extrêmement important. Exactement. Surtout, oui, madame, surtout pour le diabète de type 2. Donc, c'est là où on a une surestimation des valeurs densitométriques et d'où l'intérêt de faire une évaluation beaucoup plus de l'architecture osseuse par le TBS, qui est disponible donc, dans l'indice FRAX. Alors, je ne sais pas s'il y a du nouveau sur le FRAX. La place du diabète, est-ce que c'est toujours la polyarthrite rhumatoïde? Non, c'est les endocrinopathies. Donc, c'est des voilà. réponses dichotomiques. On a la polyarthrite rhumatoïde et on a les endocrinopathies. Je pense que c'est là où on peut mettre le diabète voilà, parmi les réponses. Merci beaucoup. Oui, professeur Lamel. Finalement, cette patiente, malheureusement, elle a fini par avoir une fracture vertébrale. Exactement. Est-ce qu'il ne fallait pas la traiter avant? Je sais qu'elle était à faible risque, qu'elle ne rentrait pas dans la case des indications. Tout à fait. C'est le problème des ostéopénies chez les malades qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose. C'est vraiment le véritable problème. Elle avait le diabète, elle a l'hyperthyroïdie. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre tous les paramètres qui nous permettent de justifier un traitement. Donc le FRAX, il était en dessous de ces interventions thérapeutiques. TBS n'a pas été fait, mais donc c'est toute la question. Est-ce qu'il fallait les traiter ou non? Si tu avais le TBS et les marqueurs de remous de l'âge osseux chez cette patiente au tout début, oui, tout à fait. Peut-être qu'elle aurait été une candidate peut-être au traitement. Tout à fait. Alors je pense que, merci pour l'observation, parce qu'elle est extrêmement pertinente concernant notamment certaines patientes ostéopéniques dans nos consultations. Et à travers certaines observations, quand on reçoit des patientes qui ont déjà démarré un traitement par bisphosphonate pour des ostéopénies presque ostéoporose, le problème c'est que quand on arrête le traitement chez pas mal, il y en a une qui se casse. Exactement. Et on a une qui se casse et qui revient nous dire oui, mais finalement le généraliste avait peut-être raison de me mettre sous bisphosphonate parce qu'elle a fait une fracture vertébrale. Ouais. Donc il faut bien gérer la communication, je pense, chez certains malades ostéopéniques qui ont été mis par excès. Si je peux me permettre juste une petite remarque, la plupart des interventions ici partaient du fait que si on mettait quelqu'un sous bisphosphonate ou sous traitement, c'est comme s'il n'allait plus jamais fracturer. Les bisphosphonates diminuent le risque de fracture au meilleur des cas 50-60%. Donc il ne faut jamais oublier ça. Donc même si vous avez une fracture sous traitement, ce n'est pas on va dire un argument fort d'échec thérapeutique. Donc il ne faut pas aussi non plus faire dire J'argumentais dans le sens inverse, c'est arrêter le traitement. C'est une patiente qui était déjà sous traitement. Quand tu arrêtes le traitement et qu'elle se casse, va lui expliquer que le bisphosphonate va aller juste arrêter à 60%. On avance, d'accord. Donc, deuxième cas clinique, c'est une patiente aussi qu'on voit beaucoup en pratique, donc une patiente âgée de 75 ans qui a plusieurs antécédents. Elle est suivie pour polyarthrose, gonarthrose et arthrose rachidienne, alors sous différents traitements. Elle est suivie pour goutte depuis 9 ans, donc compliquée d'insuffisance rénale chronique modérée stade 1. Et la dernière uricémie était normale sous febuxostat 40 mg par jour. Donc, c'est une patiente qui était victime d'une fracture de la hanche droite suite à un traumatisme à faible énergie. Donc, il a été traité par réduction et ostéosynthèse par clous cervico-diaphysaire. Donc, elle était en bon état général, l'IMC à 21. Elle est sédentaire, elle marche à petits pas à l'aide d'une canne. Et elle a un syndrome trophostatique avec une sarcopénie. Donc, ça aussi, c'est une question dont la réponse est évidente, mais c'est surtout donc, ce sont des questions qu'on se pose en pratique. Quelle prise en charge peut-on proposer à Madame Melika pour prévenir le risque d'une nouvelle fracture? Donc, la prévention des chutes, les biphosphonates par voie intraveineuse, le dénosumab, ou bien les mesures régionales diététiques et l'interdiction d'un traitement à visée osseuse.
Donc je reviens à l'observation. Donc elle est âgée, suivie pour polyarthrose, goutte sous traitement, et donc elle est victime d'une fracture de la hanche, mais elle a une insuffisance rénale chronique donc modérée stade 1, et donc elle est sédentaire, elle marche à petits pas et une sarcopénie. Les 4. ACD. Voilà. Donc voilà. Je donnerai la réponse commentée. Donc, bien sûr, chez cette patiente âgée de 75 ans, donc la règle, c'est d'éliminer les autres ostéopathies fragilisantes compte tenu de son âge, la réduction du risque de fracture en agissant sur la prévention des chutes, les mesures hygiéniques, et puis donc le choix d'un premier traitement, donc avec une bonne adhésion thérapeutique. Tout est question du choix de traitement de première ligne. Donc c'est un traitement anti-ostéoporotique, certes, mais donc en le choisissant, il faut choisir le traitement qui n'est pas contre-indiqué chez la patiente, qui a des bénéfices osseux, extra-osseux, donc sans qu'il y ait de contre-indication. Donc, on a fait le bilan, les explorations sanguines et ostéodensitométriques. Donc, il retrouve donc un bilan inflammatoire tout à fait normal, protéines 24 heures négatif, calcium phosphore normal, calciurie phosphaturée de 24 heures sans particularité. Elle était supplémentée en vitamine D, donc elle a une valeur normale avec PTH légèrement élevé. Et puis, donc, on a le DFG, donc, qui a 37 millilitres par minute. Et donc l'ADMO retrouve une valeur au rachis lombaire qui est surestimée par l'arthrose, donc à moins de 2,2, mais là une ostéoporose importante au col fémoral et la hanche totale à moins 2,8 et de moins 2,6. Donc là, c'était donc mon objectif à travers cette observation. Donc l'indication est là. Il y a pas une contre-indication, mais un débat par rapport à l'insuffisance rénale. Mais surtout plus pour les jeunes, il faut repérer les indicateurs de la fragilité chez cette patiente. Donc, indicateurs de fragilité, à la fois fragilité osseuse, donc l'ostéoporose, en prenant en compte des facteurs de risque de l'ostéoporose et tout ce qui est carence en vitamine D, et aussi les facteurs de fragilité liés à l'individu. Donc, en ce qui concerne la sarcopénie, avec tous les facteurs de risque de la sarcopénie, que ce soit la malnutrition, donc le vieillissement, et l'inflammation chronique, la sédentarité. Donc là, tout ce qui est fragilité en termes de fatigue, perte de poids, perte cognitive, isolement, qui sont des facteurs de risque de chute. Et puis, les conséquences de tous ces paramètres, donc en termes de vitesse de marche qui serait réduite, donc l'équilibre altéré, elle peut tomber, chute, et donc on est devant une fracture. Donc l'ostéoporose sénile, il y a deux paramètres à prendre en compte. Tout ce qui concerne la fragilité osseuse, donc évaluée par la densité minérale osseuse basse, donc en prenant en compte des fractures prévalentes et puis les facteurs de risque de l'ostéoporose et aussi les facteurs de risque d'ostéoporose et de chute, donc c'est-à-dire la dénutrition, la comorbidité, polymédication et puis donc sarcopénie. Donc je ne peux pas parler de l'ostéoporose sénile sans parler du lien très important entre l'ostéoporose qui augmente avec l'âge et le risque très élevé de chute et de fracture et la cascade donc de fracture, avec aussi le risque de mortalité donc après une fracture et refracture. Donc, notre patiente, elle est donc à très haut risque de refracture parce qu'elle a donc une fracture de la hanche. Elle est âgée, donc elle a l'antécédent d'une fracture sévère. Donc, comme a dit le professeur Nieman, elle est à risque éminent de fracture, donc un risque qui est augmenté dans les 2 années qui suivent donc une première fracture. Elle a une ostéodensitométrie avec un test score qui est très bas. Elle est sédentaire, sarcopénique, elle a une polyarthrose avec risque de chute et elle a une insuffisance rénale chronique. Donc, on a toutes les raisons pour traiter cette patiente, sauf qu'elle a un seul problème qui est l'insuffisance rénale chronique. Donc, je rappelle la maladie rénale chronique, parce que je vais parler de certaines recommandations. Donc, vous voyez la classification de la maladie rénale chronique de 5, et on a donc l'insuffisance rénale chronique qui est classée donc, en 3 stades, insuffisance rénale donc, légère, modérée, à sévère. Et comme vous le voyez, donc, notre patiente elle avait une insuffisance rénale chronique modérée, ça veut dire un DFG entre 30 et 59 millilitres par minute, avec un stade 3B de la maladie rénale chronique. Donc là aussi, il y a double problème. Donc on a donc le choix du traitement et aussi donc il y a un risque qui est très augmenté de fracture chez les patients qui ont une maladie rénale chronique et en fonction de son stade. Comme vous le voyez, donc en fonction de l'âge des patientes et en fonction de la maladie rénale chronique par rapport à la population générale, le risque de fracture il est très important chez cette population.
Donc là, j'ai fait référence à 3 sources. Donc pour pouvoir répondre à cette question, donc il y a les résumés des recommandations de KDIGO 2017, et on a aussi beaucoup de papiers, dont celui de 2018 qui parle de la prise en charge de l'ostéoporose en cas d'insuffisance rénale chronique, et on a donc un papier qui est très récent de 2021 qui parle de la prise en charge des patients ostéoporotiques avec un stade d'insuffisance rénale chronique terminale, stade d'hémodialyse. Donc pour la première référence, donc on voit que chez notre patiente, il n'y a pas de contre-indication à un traitement. Donc il est indiqué pour les patients qui ont un DVG supérieur à 160 ml par minute et qui sont ostéoporotiques avec risque élevé de fracture, on les traite donc normalement comme la population générale. Notre patiente, elle est donc en insuffisance rénale chronique modérée, donc elle a un DVG entre 30 et 59 ml par minute avec un taux de parathormone normal. Et donc elle est ostéoporotique, elle est à risque élevé de fracture, donc il est suggéré une approche thérapeutique identique à la population générale. Donc il n'y avait pas de crainte par rapport à notre patiente. Alors le problème se pose avec les patients particulièrement qui ont une insuffisance rénale chronique inférieure à 30 ml par minute. Donc la probabilité est plus élevée. Donc ici, en fait, donc ici il y a deux cas de figure. Donc soit les patients qui ont un DVG supérieur à 30-35 ml par minute, et là donc ils sont beaucoup plus en ostéoporose que en ostéodystrophie rénale. Donc, par contre, chez les patients qui ont un DVG inférieur à 30 ml par minute, la majorité est beaucoup plus en ostéodystrophie rénale que ostéoporotique. Mais quand même, il faut donc être prudent par rapport à tous ces patients en faisant certains marqueurs, donc éventuellement la parathormone et la phosphatase alcaline osseuse. Et troisième papier, vous voyez donc cet algorithme qui est très intéressant. Donc, il suggère que chez tous les patients qui ont un DVG inférieur à 60 ml par minute, bien sûr, donc il faut évaluer le risque d'ostéoporose et le risque de fracture, et surtout voir si les patients sont en troubles minéralo-calciques liés à la maladie rénale chronique, c'est-à-dire l'ostéodystrophie rénale. Et donc on prend en compte bien sûr la DEXA, donc on traite les patients par les mesures hygiéno-diététiques, et si le patient a un T-score inférieur ou égal à moins 2,5 fracturé ou supérieur à moins 2,5 avec fracture, donc il faut par prudence évaluer le remodelage osseux. Donc si les patients ont donc, le taux de phosphatase alcaline osseuse supérieur aux valeurs médianes de la valeur de référence et qu'il y a l'indication à traiter, donc on peut les traiter tout en privilégiant surtout le denosumab. Chez les patients qui ont les phosphatases alcalines osseuses inférieures à la valeur médiane de référence, donc on les traite soit par un ostéoformateur ou bien on fait par prudence la biopsie osseuse, aussi bien chez les patients qui ont les valeurs limites des phosphatases alcalines osseuses. Donc la biopsie osseuse va nous permettre de voir s'ils sont en haut remodelage osseux, donc il est justifié de les traiter quand il y a un risque élevé de fracture. Alors s'ils sont en os adynamique, ils ont un os adynamique, donc là il faut préférer beaucoup plus un ostéoformateur. Donc pour la troisième référence, donc j'ai trouvé ce tableau qui est très intéressant et qui montre les molécules qui ont une rétention rénale. C'est tous les biphosphonates. Et les molécules qu'on peut utiliser avec prudence chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique avec DVG inférieur à 30-35 ml par minute, c'est surtout le denosumab, tout en restant très prudent par rapport aussi à l'hypocalcémie chez ces patients qui ont une insuffisance rénale chronique stade terminal et qui ont cette hyperphosphorémie, hypocalcémie, donc il faut beaucoup plus surveiller l'hypocalcémie. Donc voilà, pour notre patiente, heureusement, tout était bien, tout s'est bien passé. Donc elle a reçu 3, en fait, on aurait aimé la traiter par denosumab, donc elle n'avait pas les moyens, et donc on a traité par 3 perfusions d'acétylène hydronique prolongées sur 1 heure. Donc là aussi, les recommandations de KDIGO précisent que chez ces patients, il vaut mieux prolonger la durée de la perfusion. Donc elle avait un suivi dentaire, il n'y avait pas eu d'effet secondaire, la fonction rénale est restée stationnaire, et puis donc elle avait un gain osseux qui est significatif. Donc aux 3 sites, le rachis lombaire, le T-score était à moins 2,1, le col fémoral de la hanche totale à moins 1,9 et moins 1,6. Donc il n'y avait pas de facteur de risque surajouté ni de refracture, et donc une nouvelle DEXA est prévue par la suite. Donc là, ma question c'était est-ce qu'il faut se référer aux recommandations françaises et avoir comme cible thérapeutique moins 2? Est-ce qu'il faut, comme vous avez parlé tout à l'heure des recommandations africaines, et avoir comme cible thérapeutique un T-score au col fémoral à moins 1,5?
Donc la solution, c'était, je pense qu'il fallait demander les marqueurs de remodelage osseux pour pouvoir décider par rapport à la durée du traitement. Donc le FRAX, elle était en dessous du seuil d'intervention thérapeutique pour la fracture majeure, donc 8,3, mais elle est quand même à risque élevé de fracture de hanche, elle est à 3,1%. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus sage de prolonger, donc de programmer d'autres perfusions chez cette patiente au-delà de 3 ans de traitement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Oui, docteur Msous. C'est la même dose, il faut juste prolonger la durée de perfusion. 5 mg. Juste pour rebondir sur ça, pour dire que, vu la différence énorme de prix entre le 4 mg et le 5 mg, je pense que c'est très pertinent d'utiliser le 4 mg aussi, notamment quand les patients n'ont pas les moyens. Le 4 mg étant à 1200-1300 dirhams, alors que le 5 mg est encore à 3500 pratiquement dirhams. En fait, c'est ce qu'on fait en pratique. C'est le générique de Zometa, c'est ce qu'on fait pour certains patients qui n'ont pas les moyens. Donc, je passe à la 4e observation. Cette fois-ci, il s'agit d'une patiente âgée de 54 ans, qui est femme au foyer, qui est ménopausée. Et c'est une patiente, qui a comme antécédent un suivi pour lupus depuis 2016. Donc, un lupus avec toutes les atteintes articulaires, hématologiques, cutanées, immunologiques, rénales, avec glomérulosclérose sous néphroprotecteur. Et c'est une patiente qui était mise sous corticothérapie entre 15 à 40 mg par jour. Malheureusement, elle fait partie des patients qui prennent la corticothérapie entre-temps par automédication. Donc, elle était sous 7,5 mg par jour. Et les antipaludines de synthèse, le lupus est maîtrisé. Donc, c'est une patiente qui est déprimée. Donc, elle a des troubles anxio-dépressifs sous antidépresseurs depuis 9 ans. Et qui, donc pour faire simple, donc qui à l'examen clinique, il y avait surtout des ostéomyalgies mécaniques bilatérales touchant les ceintures provoquées à la palpation et sans déficit. Donc on fait les explorations. Donc elle a une calcémie à 84 corrigée, phosphore normal, parathormone légèrement élevé, donc sur hypovitaminose D qui est à 11 nanogrammes par millilitre. Les phosphatases alcalines n'ont pas été faits. La calciurie et la phosphaturée de 24 heures étaient normales. Donc, pour son bilan de lupus, il était normal. Et le bilan inflammatoire était négatif. Les enzymes musculaires étaient sans particularité. Pour les autres explorations, donc, elle était en insuffisance rénale donc aussi chronique. Donc, CREA à 17, DFG à 49 millilitres par minute. Donc, le CBU n'a pas retrouvé de leucocyturie ni hématurie. Et compte tenu des ostéomyalgies provoquées, donc on a suspecté une myopathie cortisonique. On a demandé un électroneuromyogramme qui a été refusé par la patiente. Donc, on fait une évaluation osseuse et donc DEXA de 2016 retrouve au rachis lombaire un test score à moins 2,9, au col fémoral à moins 1,3, à la hanche totale à moins 2,2. Donc, on a fait une radiographie du rachis, donc il y avait pas, puisqu'il y a une discordance, donc un décalage entre les valeurs ostéodensitométriques au rachis par rapport au col fémoral et la hanche. Elle est beaucoup plus ostéoporotique au rachis, ostéopénique au col fémoral et la hanche. Donc, on a essayé d'expliquer alors cette baisse densitométrique. Donc, la radiographie, il n'y avait pas de fracture vertébrale. Donc, la VFA et TBS n'ont pas été faits. Donc, quelles sont les causes? La question chez cette patiente, c'est surtout quelles sont les causes de l'ostéoporose densitométrique. Donc, est-ce que la prise de corticoïdes au long cours? Est-ce qu'une ostéomalacie, donc, suite à la corticothérapie, à la note, donc à l'insuffisance rénale chronique? Est-ce l'hyperparathyroïdie qu'elle a? Est-ce que le lupus systémique? Est-ce que la maladie rénale chronique? Ou bien la ménopause?
Donc, chez cette patiente, beaucoup plus la corticothérapie au long cours. Elle était sous corticoïde depuis 2016. Ostéomalacie aussi, donc parce que elle était sous corticoïde, elle a une insuffisance rénale, donc là, elle a une hypovitaminose D qui est chronique, donc elle est ancienne, n'a pas été traitée. Hyperpara, non, parce que c'est une hyperparathyroïdie secondaire. Lupus, probablement les séquelles de lupus, de l'inflammation antérieure. Maintenant, elle est en rémission. La maladie rénale chronique, donc non, parce qu'elle n'a pas de troubles minéralo-calciques en dehors de l'insuffisance rénale chronique. Donc la PTH était légèrement élevée et donc il n'y avait pas d'hyperphosphorémie ni d'hypocalcémie. Et la ménopause, oui. Donc on fait les radios pour expliquer ces ostéomyalgies. Donc on voit, on analyse mieux la radio et on a suspecté donc une fissure osseuse, donc de Loser-Milkeman qui confirme l'ostéomyalgie. Oui, la hypocalcémie à 84. Donc il y a le stridulosor de Loser-Milkman, donc il s'agit bien d'une ostéoporomalacie. Donc c'est une situation qu'on retrouve fréquemment. Donc là, quel traitement proposeriez-vous chez cette patiente? Donc j'ai laissé la question ouverte. Exactement, donc la vitamine D, mais en premier lieu, parce que le problème chez les patients, c'est d'abord traiter donc la composante ostéomalacique d'abord, donc pour qu'il n'y ait pas de retentissement des traitements donc à visée osseuse sur l'aggravation de l'ostéomalacie. Donc tout d'abord la supplémentation vitamino-calcique, donc dégraissement de la corticothérapie avec l'éducation thérapeutique de la patiente par rapport donc à ce point, et ensuite le traitement de l'ostéoporose secondaire, et on avait choisi chez elle le Risidronate 35 minutes par minute. Donc là, c'était l'objectif, le message, c'est d'abord traiter l'ostéomalacie avant de traiter par le traitement anti-ostéoporotique pour ne pas aggraver la composante ostéomalacique. Et deux, donc j'ai beaucoup aimé ce papier qui parle de l'ostéoporose cortisonique et beaucoup plus, donc il met le point sur donc l'ensemble, la perte osseuse au cours de la corticothérapie ou l'encours, quand est-ce qu'on traite les patients, quel traitement on choisit et quand est-ce qu'on arrête le traitement de l'ostéoporose cortisonique. Donc la perte osseuse, donc on connaît tous bien sûr, donc elle est liée à l'extension de l'activité ostéoclastique, l'apoptose ostéoblastique. Et donc là, donc le risque de fracture, bien sûr, est beaucoup plus augmenté dans les 3 premiers mois suivant la corticothérapie. Il dépend aussi de la dose cumulée de corticoïdes et donc quand la corticothérapie dépasse 15 mg donc par jour. Selon les différentes recommandations internationales du traitement, donc on traite en prévenant, donc en préventif, l'ostéoporose quand les patients sont sous corticothérapie plus de 3 mois et plus de 7,5 mg par jour. On les traite bien sûr quand ils sont fracturés et aussi on les traite ici, je trouvais, donc on les traite quand le frax est donc supérieur à 10% pour le risque de fracture majeure. Donc, les différents traitements qu'on propose, bien sûr, tous les traitements peuvent être donnés au cours de l'ostéoporose cortisonique, particulièrement le Risidronate, l'acide zoledronique, tériparatide, donc parce qu'il agit sur l'os cortical. Et donc, quand est-ce qu'on arrête le traitement? Donc, on arrête le traitement si on traite en préventive l'ostéoporose quand on arrête la corticothérapie après 6 à 12 mois d'arrêt de la corticothérapie et bien sûr en suivant les différentes recommandations quand il s'agit d'ostéoporose cortisonique. Donc, malheureusement, chez cette patiente, donc elle était traitée, mais 3 ans et demi plus tard, alors que le suivi clinique et biologique était bon, donc clinique, biologique et ostéodensitométrique. Donc, Madame Barka a fait une fracture du bassin et du poignet droit suite à une chute dans les escaliers. Donc, elle a été traitée orthopédiquement pour le poignet, donc elle n'était pas en altération d'état général. Elle dit qu'elle a une bonne adhésion thérapeutique, mais elle avoue avoir gardé la corticothérapie toujours à 5 mg par jour. Donc, le bilan retrouve un bilan phosphocalcique normal, donc phosphatase alcaline sans particularité, et la vitamine D à 37, toujours l'insuffisance rénale chronique modérée, parathormone normal, donc bilan inflammatoire et électrophorèse normale, et on retrouve à la DEXA un gain osseux qui est significatif, donc plus de 0,03 ou 3 sites, mais toujours ostéoporotique, donc à l'ostéodensitométrie, avec donc à la radiographie, au rachis lombaire, un test score qui est supérieur, qui est à moins de 2,7. Donc on fait encore une radiographie qui montre la scoliose, un rachis dégénératif, mais il n'y a pas de fracture vertébrale, ni à la radiographie standard, ni donc à la VFA. Et donc ici, que feriez-vous? Comme elle a un gain ostéodensitométrique quand même qui est significatif, est-ce qu'on garde le même traitement, on le prolonge? Est-ce qu'il faut beaucoup plus faire le relais thérapeutique par l'acide zoledronique, par un anti-rank ligand?
le bilan à la recherche d'une autre ostéopathie fragilisante, ou bien doser les marqueurs du remodelage osseux pour s'orienter. Donc ici, le message, c'est de penser aux fractures sous biphosphonate. Donc voilà, je rappelle la conduite devant une fracture sous biphosphonate et le cas de notre patiente. Alors tout d'abord, il faut s'assurer que la fracture récente est ostéoporotique. Il faut évaluer la pertinence du traitement initial. Donc l'évaluation de l'observance thérapeutique et chez notre patiente, le siège des fractures sur un traumatisme à faible énergie nous oriente vers une fracture beaucoup plus ostéoporotique. La pertinence du traitement, donc on a vu que le résidronate est indiqué dans l'ostéoporose cortisonique et en plus elle avait un gain ostéodensitométrique, donc il était bien. La bonne observance thérapeutique, donc on n'a pas pu faire les marqueurs de remodelage osseux compte tenu des fractures récentes et en plus elle n'avait pas les moyens, mais donc on voit qu'il y avait un gain densitométrique et donc elle était en bonne adhésion thérapeutique. Donc il faut aussi assurer une supplémentation vitamino-calcique, éliminer une affection intercurrente à l'origine de la nouvelle fracture et puis donc avant de conclure un échec thérapeutique et changer le traitement. Donc la patiente était mise régulièrement sous supplémentation, vous avez vu la valeur de la vitamine D qui était normale. Éliminer une autre affection intercurrente en dehors de l'insuffisance rénale sur la néphropathie lupique, elle n'était pas en trouble minéralo-calcique, la TSH était normale. Et donc, on a conclu à une altération de la quantité osseuse suite à la corticothérapie, mais aussi à la qualité osseuse qui est liée aussi à la corticothérapie au long cours. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'un échec thérapeutique? Donc, c'est la question. La patiente n'a pas encore bouclé 5 ans de traitement par voie orale. Il y avait un gain densitométrique. Donc, il n'était pas mal le traitement, mais quand même, elle a fait 2 fractures, dont une fracture est sévère. Donc la décision, c'était, je ne sais pas votre avis, mais la décision, c'était de changer le traitement. Donc la conduite, on a arrêté le résidronate et on a conclu à la fracture, parce que c'est une patiente qui est toujours, depuis 2016, sous corticothérapie au long cours, mais en plus, donc, il y a cet effet sur la qualité osseuse de la corticothérapie au long cours. Donc elle avait une résistance osseuse qui est basse et donc on a switché vers par l'acide zoledronique pendant 3 ans du traitement. Donc au total, c'est une patiente qui a reçu 4 ans de résidronate et 3 ans d'acide zoledronique. Donc la densitométrie avant la première séquence thérapeutique et à la fin de la dernière séquence thérapeutique, on voit que le T-score Rachis-Lambert à moins 2,2, au col fémoral à moins 1,1 et à la hanche totale à moins 1,7. Donc c'est la question, est-ce qu'on arrête le traitement? Est-ce qu'on prolonge le traitement? Donc là, on a hésité, donc on a fait le dosage des marqueurs de remodelage osseux. Donc elle était ostéopénique, il y avait une très bonne réponse, elle a bouclé quand même 7 ans de traitement. Et donc on a fait les marqueurs de remodelage osseux qui étaient dans les valeurs de la normale. Donc on a fait une fenêtre thérapeutique, donc le Jack Holiday, et on va l'évaluer donc après 2 ans par la suite. Ouais. Exactement. Mais la durée du traitement, professeur Bravo, est-ce qu'on prolonge jusqu'à 5 ans d'acide zoledronique? Un cas clinique qui me pose problème. Donc le dernier cas clinique, c'est une patiente qui est âgée de 58 ans, qui est ménopausée à l'âge de 53 ans. C'est une patiente que j'ai reçue à la consultation, qui avait découverte fortuite d'une ostéopathie fragilisante, parce qu'elle a consulté en fait pour gonalgie unilatérale et rachialgie mécanique. Donc elle était maigre mais petite de taille, donc l'indice de masse corporelle était à 20,4. Donc l'examen clinique retrouve des genoux douloureux non limités, hypersyphose dorsale. Et donc j'interroge par rapport à la notion de perte de taille. Elle dit oui, mais elle ne se souvient pas de la taille antérieure. Je dis, est-ce qu'elle a été déjà traitée? Donc elle dit oui, en 2016. Elle a pris un traitement par voie orale pendant 4 mois. Elle a arrêté le traitement par peur des effets secondaires. Donc je réclame une radiographie, je réclame aussi la DEXA antérieure. Et donc je demande une radiographie parce qu'elle avait cette hypersyphose dorsale à la recherche des fractures vertébrales. Donc il n'y avait pas de fracture. Donc on voit cette hypersyphose liée probablement à une dystrophie de croissance.
Et donc, on voit la différence entre l'ostéodensitométrie de 2016 à 2021. Donc, il y a une perte osseuse très importante. Le rachis lombaire, elle était à moins 2,9, elle passe à moins 3,7. Au col fémoral, moins 2,2, donc elle passe à moins 3,2. La hanche totale, moins 2,4, moins 3. Et puis, donc ici, le centre de radio, elle a fait l'ostéodensitométrie à titre externe. Le centre radio nous a fait le TBS et on retrouve donc qu'elle a une architecture altérée, donc légèrement altérée. Donc, TBS était à 1,241. Donc, quand on fait le bilan biologique, le bilan inflammatoire était normal, la vitamine D était à 24 et hypercalcémie sur hyperparathyroïdie. Donc, c'est une patiente qui a cumulé probablement donc l'effet osseux d'une hyperparathyroïdie primitive qui n'a pas été traitée pendant toutes ces années. Et donc, tout a été fait avant. La scintigraphie a montré une hyperfixation parathyroïdienne compatible avec un adénome parathyroïdien. Elle a été traitée pour l'hypercalcémie avant la chirurgie. Le bilan de retentissement était normal. Il n'y avait pas de lithiase rénale. Il a été traité avant pour prévenir le Henry-Bon syndrome. Il y avait un adénome parathyroïdien. Donc, les suites opératoires étaient bonnes. Elle a été mise sous analpha et cassite et vitamine D. Donc, ma question, c'est on voit ces patients en pratique. Et donc, quelle est la prise en charge que vous proposez pour traiter l'ostéoporose secondaire importante de cette dame après parathyroïdectomie? Donc, elle a une ostéoporose qui est très importante. Elle a donc un risque de fracture qui est très important. Elle a fait une parathyroïdectomie et donc on a toujours cette ostéoporose densitométrique. Donc, est-ce la parathyroïdectomie seule suffit et la DEXA à évaluer, à recontrôler après 1 à 2 ans avant de décider l'introduction ou non d'un traitement à visée osseuse? Est-ce qu'il faut booster un peu la masse osseuse et donner les biphosphonates progressivement par voie orale, ou bien donner le denosumab pour son action rapide sur la masse osseuse? Et puisqu'il n'a pas d'effet rémanent, on peut donner le denosumab pour une évaluation de la masse osseuse le temps que la parathyroïdectomie donne son effet sur la masse osseuse. Est-ce que l'acétone hyaluronique est l'évaluation osseuse ultérieure, ou bien le tériparatide pendant 18 mois? Donc c'est une question que c'est une patiente que j'ai traitée une fois. J'aimerais bien avoir votre avis en analysant la littérature. Donc, il n'y a pas de consensus chez ces patients. Donc, il y a beaucoup d'études, mais... Oui, monsieur Neyman. Elle vient d'être opérée. Elle vient d'être opérée en novembre 2021. Enfin, la question, en fait, la perte osseuse au cours d'une hyperparathyroïdie, quand on opère les patients, on enlève l'adénome, donc la PTH devient normale en post-opératoire immédiat, la calcémie se corrige rapidement. Et ben, est-ce que tu as trouvé dans la littérature la cinétique du gain osseux? Parce que les patientes retrouvent leur densité minérale osseuse antérieure à l'adénome parathyroïdien et au bout de combien de temps? Tout à fait. Donc, j'ai la réponse. En fait, dans la prise en charge, dans la décision thérapeutique. Tout à fait. J'ai la réponse, mais voilà. Donc, la réponse, il y a plusieurs articles. Et donc, l'article qui englobe une population très importante sur 21 ans. Donc, c'est cet article qui essaie de répondre à cette question et qui a recensé tous les cas qui avaient une hyperparathyroïdie sur 21 ans. Et donc, ils les ont classés en 5 groupes. Donc, hyperparathyroïdie, comme vous le voyez, qui varie entre 119, 102, 113, avec hypercalcémie. Et vous voyez, donc, la masse osseuse, elle était basse, donc moins 2,8, donc moins 2,9. C'est proche un petit peu de notre patiente. Ils les ont classés en 5 groupes. Un groupe observationnel, un groupe qui a subi PTX seul, un groupe qui a été mis sous biphosphonate seul, parce qu'il n'y avait pas l'urgence à la PTX, un groupe qui a été mis avant sous biphosphonate puis PTX, et puis un groupe qui a fait la PTX et puis biphosphonate par la suite. Donc, ce sont des patients. Donc, ce qui est étonnant dans ces résultats, c'est que en matière de fracture, tous les patients n'avaient pas d'événement fracturaire, sauf les patients qui ont subi une PTX et ensuite les biphosphonates. En revanche, les deux, donc ils ont comparé les patients donc la masse osseuse des patients qui ont fait la PTX seule
et la masse osseuse des patients qui ont pris les bisphosphonates après PTX, on voit un gain osseux qui est très important dans le groupe. Donc l'explication, c'était ça. Mais je ne sais pas votre avis. L'explication, c'est que les biphosphonates peuvent altérer ou bien retentir sur le gain osseux suite à la parathyroïdectomie. Donc, il y a en fait deux explications dans ce papier. Donc, pour le gain osseux, ils disent que les biphosphonates, ils augmentent la masse osseuse, mais ils n'agissent pas sur la qualité de l'os. Donc, c'est pour ça que ces patients ont fait une fracture. Mais en même temps, donc, on voit que c'est ce groupe qui a fait beaucoup plus de fractures. Et voilà, donc troisième explication, c'était le nombre des patients n'était pas homogène. Donc, dans le groupe des patients qui a reçu PTX et bisphosphonates était à 69, comparativement aux patients qui ont reçu PTX seuls étaient donc à 303. Donc, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire d'attendre l'effet osseux après le gain osseux après parathyroïdectomie, mais je pense le cas de notre patiente, comme elle a le T-score qui est très bas, il est important de donner donc un traitement à visée osseuse. Est-ce que tu as pu avoir l'information sur le délai sur 2 ans, pardon, sur 2 ans. Le délai de modification 2 ans, voilà. Donc ils disent qu'il ne faut pas s'attendre à plus de 2 ans pour pouvoir évaluer donc, les patients. Et donc chez notre patiente, la solution c'était de donner un traitement qui agit à la fois sur l'hypercalcémie avant la chirurgie, et pour gagner de la masse osseuse, c'était le denosumab. Mais on va la revoir dans un an pour pouvoir décider par rapport à la suite. C'était biphosphonate. Non. En fait, je l'ai donné hors AMM pour traiter à la fois l'hypercalcémie et la masse osseuse. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.